Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la deuxième phase d'assouplissement des restrictions liées à la situation sanitaire en France. Un deuxième déverrouillage qui doit apporter de l'oxygène à de nombreux secteurs et permettre aux citoyens de se déplacer plus facilement. Mais ça ne signifie pas la fin de toutes les contraintes. Afin de briser la chaîne de transmission du virus, les autorités ont lancé Covisan, un dispositif qui doit permettre d'identifier les personnes éventuellement contaminantes. Des brigades sanitaires vont à la rencontre des malades et de leur entourage pour garantir le succès du déconfinement et éviter une deuxième vague de cas graves. Benoît Perrochet et Nathalie Ruiz-Giraldo ont suivi une de ces brigades à Paris. Allô ? Oui, bonjour, c'est l'équipe Covisan. Oui, bonjour. Bonjour. Ils sont 3 ce jour-là à se présenter au domicile parisien de ce patient potentiellement infecté par le Covid-19. Arnaud, Olivia et Anne font partie de ces équipes mobiles mises en place par la PHP. Leur mission, remonter tous les contacts des personnes infectées pour casser la chaîne de contamination. Par souci de discrétion, l'équipe se change directement sur le palier de la personne à tester. En fait, c'est essentiellement le préleveur qui s'équipe un maximum, puisque c'est lui qui va être à même de pouvoir faire le prélèvement au niveau de la personne. Donc, c'est-à-dire plus masse, exposé, beaucoup sur plus les exposé. thermos, sur Voilà. tout. La visite durera une demi-heure chez ce patient, le temps de tester le père de famille et de lui soumettre un questionnaire. Se faire tester tout de suite, ça permet aussi d'éviter de se poser des questions. Et puis c'est quand même pratique qu'ils viennent à la maison. Plus vite ce sera cassé, plus vite on pourra se débarrasser de ce truc et plus vite on pourra reprendre une vie quasi normale. Le résultat du prélèvement sera connu sous 24 heures. Chaque bénévole est formé pendant une demi-journée. Avant de partir en visite à domicile, les équipes sont briefées par un responsable de la PHP. Les patients sont appelés à se faire connaître dès l'apparition des premiers symptômes. Donc voilà, le message c'est, entre guillemets, ne vous cachez pas, montrez-vous, faites-le savoir et comme ça on arrête, on casse les chaînes de transmission. À ce jour, près de 900 personnes se sont engagées. Des soignants, des travailleurs sociaux, mais également le secteur aérien. Quels sont les éventuels cas contacts? Quelles sont les habitudes de vie au sein de la cellule familiale? Ce sont toutes ces questions que Nathalie Potard doit poser aux patients. Chef de cabine pour la compagnie Corsair, elle endosse le rôle d'enquêtrice depuis plusieurs semaines. On rentre dans l'intimité, oui, donc il faut beaucoup d'adaptation. Et puis, je pense qu'il faut vraiment être beaucoup de douceur parce que c'est compliqué pour eux de nous faire venir quand même chez eux. Un dispositif dont bénéficient également les EHPAD. Les données collectées n'ont pas vocation à être conservées, a assuré le gouvernement. Ces unités mobiles resteront en place aussi longtemps que nécessaire. Stop Covid, l'application de suivi des malades du Covid-19 est opérationnelle. Depuis des semaines, elle suscite de nombreuses critiques. Pourtant, sénateurs et députés ont donné leur aval à cet outil de traçage numérique. Quant à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, elle a rendu un avis plutôt favorable. Un avis qui ne balaie pas toutes les inquiétudes concernant la vie privée des citoyens. Reportage de Karim Akiki et Juliette Montilly. Stop Covid, c'est la nouvelle arme de la France dans sa lutte contre le coronavirus. Le gouvernement français estime que cette application de traçage pour smartphone respecte les différentes dispositions législatives relatives à la protection de la vie privée. Mais en France, l'opinion est divisée. C'est toujours quelque chose du domaine du mystérieux pour les utilisateurs au final. Donc même si on nous promet que ces données ne seront pas utilisées à d'autres fins, on n'a aucune garantie en réalité là-dessus. Même s'il y a beaucoup moins de malades, beaucoup moins de morts et tout, on ne sait pas du tout où on en est. Donc si ça peut aider... On nous balance les choses comme ça et puis c'est au fur et à mesure qu'on explique et qu'on donne le tenant et l'aboutissant. Donc je pense que je vais peut-être attendre un petit peu. Alors comment Stop Covid fonctionne-t-elle? Cette application, censée casser les chaînes de contamination, doit permettre à ses utilisateurs d'être alertés s'ils croisent une personne contaminée à moins d'1 mètre. L'utilisation reste volontaire. L'association Internet Society France, qui œuvre pour la protection des internautes, recommande de limiter dans le temps l'utilisation de cette application. Notre plus grande inquiétude, c'est l'application dans le temps. Par exemple, on se dit que cette application, comme elle est assez inefficace, et bien tout à coup, on fait une application qui est plus efficace,
mais du coup qui est plus liberticide. Et c'est ça qu'on a pu constater par exemple à Singapour. Même si la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a donné son feu vert au gouvernement, plusieurs associations de défense des libertés individuelles ont déjà fait savoir qu'elles étaient contre cette application. Un mineur isolé étranger est un jeune de moins de 18 ans qui n'a pas la nationalité française et qui est séparé de ses représentants légaux sur le sol français. Il est difficile d'avoir des données précises sur leur nombre, mais selon l'association France Terre d'Asile, il serait quelques 8000 en France métropolitaine. La crise du coronavirus a accentué un peu plus les difficultés de cette population ô combien fragile. Regardez ces témoignages recueillis par Harold Girard et Cyril Payen. Mafing et Mamadou sont tous les deux des adolescents réfugiés en France. Une situation qui s'est encore compliquée avec le confinement. Ils ont fait mon recours depuis le mois de septembre. Jusqu'à maintenant, pas de nouvelles. Moi, bientôt 18 ans. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Les deux jeunes hommes partagent une attente insoutenable. Mamadou, lui, croyait en voir le bout bientôt. Je suis en procédure pour être reconnu mineur ou pas. Mais depuis lors encore, depuis le coronavirus est venu, c'est plus pire qu'avant. J'attends toujours le juge. Il m'avait dit qu'il va prendre une décision dans 3 jours. Jusqu'à présent, sur les 3 jours-là, ça fait 3 mois. Mamadou est atteint d'une maladie rare qui dégrade l'état de ses yeux. N'étant toujours pas reconnu mineur, il n'a pas de couverture maladie suffisante pour se soigner. Ils savent bien la gravité de ma maladie. Le coronavirus est venu au moment où j'avais des rendez-vous à l'hôpital. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit que ouais, maintenant mes rendez-vous sont reportés, de les appeler dans quelques mois. Malgré le déconfinement, le club de théâtre de Mafing, filmé ici en début d'année, n'a pas rouvert ses portes. Le plus important que j'aime, c'est le théâtre. Parce que moi-même, je sais que même si j'ai des problèmes, comme les autres aussi ont des problèmes, mais quand je suis là, ils vont oublier leurs problèmes. Parce que j'ai fait des trucs qui font rigoler. C'est un peu regret, quoi. Parce qu'il n'y a plus d'activité, ni de cours. Le déconfinement se transforme pour ces jeunes en une véritable course contre la montre. Sans régularisation avant leurs 18 ans, leur situation se compliquera encore, alors même qu'ils vivent du travail des associations. Et comme pour beaucoup d'autres, la pandémie de coronavirus pourrait être la difficulté de trop. Les boutiques de Bercy Village dans le 12e arrondissement de Paris ont retrouvé des couleurs depuis la fin du confinement. Les masques, la distanciation sociale sont de rigueur, mais les Parisiens prennent à nouveau plaisir à y flâner. En France, beaucoup d'entreprises de commerce ont été durement touchées par la pandémie de Covid-19. Pourtant, certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu, comme nous le raconte Karina Chabour, dans l'Est de la France. Cette vitre en plexiglas, cela faisait plus de 2 semaines qu'il l'attendait. Comme ça, quand le client arrive, il est face à vous, puis voilà. Hein. Après, on se sent un peu en prison, mais on fait avec. Depuis le 11 mai, ce cabinet d'experts comptables est de nouveau ouvert au public. Donc voilà, on a eu un peu de retard, vous nous excuserez. On a il y a de grosses difficultés en appro-matière en ce moment. Il y a un gros embouteillage au niveau des commandes. Je pense que toutes les entreprises commandent en même temps. Voilà, elles sont là. C'est le principal. Tenir les délais et trouver du plastique, un défi pour ce fabricant. Depuis le début de la pandémie, ces 27 salariés s'activent jusqu'à 10 heures par jour. À ce rythme, l'entreprise dépassera les 6 millions de chiffres d'affaires cette année, une première en 52 ans d'existence. Malheureusement, dans une période qui n'est pas facile pour tout le monde, et bon, ça nous donne un gros boost. Avec, je pense que si on continue comme ça, avec une activité qui va prendre plus de 20-25% à la fin de l'année. À quelques mètres de là, une autre machine tourne à plein régime. Et il y en a une troisième qui arrive. C'est fréquent, c'est la facilité, c'est rapide, les pizzas sont très bonnes. Donc voilà. Il n'y a pas de contact, donc c'est sûr, c'est bien.
J'ai l'habitude de commander les pizzas au restaurant. C'est logique, il est fermé, donc il nous a conseillé de venir chercher les pizzas à emporter. Tous les jours, Stéphane Collin vient recharger le distributeur. Son restaurant est fermé depuis le 13 mars. Grâce à cette machine, nous avons réussi à maintenir pour pouvoir payer le loyer de la pizzeria et payer le loyer de l'emplacement d'ici. Et ça nous a permis de faire quand même au moins 30% de notre chiffre d'affaires. Une bonne affaire aussi pour le fabricant. Là encore, les 27 salariés n'ont pas chômé. Depuis le 13 mars, on a vendu 25 machines et ça représente à peu près 30% par rapport à la même période de l'année dernière. Une formule payante. Après les pizzas et les baguettes, l'entreprise développe des distributeurs de boissons et de produits frais. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On va se quitter en musique avec les violoncellistes de l'Orchestre national de Lille. Certains portent des masques, mais pas forcément ceux que vous imaginez. On se retrouve très bientôt sur France 24. D'ici là, prenez soin de vous.